Mercredi 29 septembre 2021, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres de ce 13h. Le port autonome de Cotonou connaît une métamorphose progressive depuis quelques années à travers une série de réformes structurelles qui visent à accroître ses performances. Vous suivrez un magazine qui nous plonge au cœur de ces réformes. Les détails dans un instant. L'autonomisation de la femme béninoise tient à cœur aux autorités à divers niveaux. Un projet structurant a été initié à cet effet pour la promotion et l'épanouissement de la jeune féminine. Les détails sont à suivre. Et puis en interactualité, la Thaïlande poursuit sa lutte contre la Covid-19. Le pays a d'ailleurs réceptionné un important lot de vaccins et de kits de santé. Voilà pour le sommaire. À nouveau, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans ce journal. Depuis quelques années, le port autonome de Cotonou a connu des changements qui forcent l'admiration. Des réformes qui ont permis aux poumons de l'économie de se hisser au rang des ports les plus compétitifs de la sous-région. Pour plus de précision, suivez ce magazine réalisé par Aziza Cham. Implanté sur une côte basse sablonneuse, embouchure sud de la ville de Cotonou, capitale économique du Bénin, port à vocation régionale et encore appelé poumon de l'économie béninoise, le port autonome de Cotonou, créé en 1964, se révèle de plus en plus. Il apparaît de nos jours comme le débouché à la mer le plus proche, le couloir d'accès le plus rapide et le moins accidenté pour desservir les pays de l'Interland. C'est le port de la sous-région qui offre le plus grand avantage de fournir aux navires un plan d'eau abrité pouvant leur permettre de fournir avec rapidité des opérations commerciales dans les meilleures conditions. Depuis quelques années, grâce au programme d'action gouvernementale, une série de réformes a été engagée dans ce domaine. Une réforme qui est écrite en lettres d'or dans le programme d'action du gouvernement 2016-2021 du président Patrice Talon, qui décline bien sûr la modernisation, l'extension du port autonome de Cotonou en vue d'en faire un port performant dans la sous-région. Un port performant dans la sous-région et les résultats des dites réformes forcent déjà l'admiration selon les acteurs du système portuaire. En termes de réforme, ces dernières années, il y a d'abord eu un renforcement sur le plan sécuritaire. Parce que vous savez, la sécurité maritime est très importante pour les activités. Un amateur n'envoie pas son navire quelque part où il n'est pas sûr que le navire sera accueilli en sécurité. Au niveau du port, la sécurité aussi a été renforcée. Donc, c'est des facteurs qui sont déterminants, par exemple, pour les activités portuaires. En dehors de ça, je pense qu'au niveau des équipements, il y a quand même eu un effort. Le port a reçu un remorqueur moderne et qui permet aujourd'hui de manœuvrer des navires de 300 mètres et plus. Au nombre des facteurs qui emmènent à s'intéresser au port autonome de Cotonou figure le prolongement des quais, un atout non négligeable en termes de compétitivité. Il y a un effort pour la modernisation, pour l'extension et le développement des infrastructures d'accueil, notamment les linéaires de quais au niveau du port de Cotonou et aussi l'approfondissement du bassin le long des nouveaux quais ou des anciens quais. C'est des éléments qui rassurent et qui augurent de ce que le port de Cotonou travaillera toujours pour rester dans le concert des ports de la sous-région. Le guichet unique est également l'un des avantages ayant mis fin à plusieurs tracasseries portuaires. Le guichet unique a eu, n'est-ce pas, l'avantage de fédérer aujourd'hui tout ce qui se faisait à droite, à gauche, avec des complicités à droite, à gauche. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le guichet unique, c'est le catalyseur de toutes les formalités que nous sommes, nous, commissionnaires agréés en douane, que nous déclenchons de nos bureaux pour toucher aujourd'hui toutes les structures, depuis la douane, le port, les manutentionnaires et procéder à l'enlèvement de la marchandise. Et tout cela avec des indicateurs de performance. Ça, c'est un avantage. Nous sommes partis d'un délai de 15 jours, 20 jours à enlever un conteneur du port de Cotonou à pratiquement 48 heures, 72 heures maximum aujourd'hui. C'est un acquis et nous en sommes fiers. Une fierté devenue réalité
grâce aux batteries de réformes enclenchées dans ce secteur pour un port autonome plus compétitif, des suggestions sont faites. Dans le secteur maritime et portuaire, les changements se font très rapidement. La tendance aujourd'hui, c'est d'avoir des navires, par exemple, écologiques, les navires qui polluent moins. Et depuis le 1er janvier 2020, des mesures ont été même prises pour réduire l'émission du carburant des navires dans la nature. Donc, ces mesures qui sont prises impliquent aussi beaucoup de choses et il faut que les infrastructures d'accueil s'adaptent très rapidement parce que les amateurs construisent déjà les nouveaux navires qui seront pour la plupart dans notre sous-région d'ici 2023-2024. En clair, c'est dit donc que le port autonome de Cotonou, à l'étape actuelle, offre des conditions sine qua non afin d'accompagner le programme d'action gouvernementale, celui d'un Bénin révélé. L'autonomisation des femmes béninoises est au cœur d'un projet qui a réuni différents acteurs dans la ville de Ouidah. Une série d'activités est prévue pour assurer l'épanouissement de la femme. Le compte rendu avec Stanislas Amoa et Ansel Monguet. 5 460 filles béninoises bénéficieront d'une série de formations alternatives dans les tout prochains jours. C'est l'initiative du projet SWED placé sous tutelle du ministère des Affaires sociales et de la microfinance avec pour objectif central d'assurer l'autonomisation des filles et des femmes. Le conseil communal de Ouidah adhère aux initiatives qui s'insèrent dans le cadre de la mise en œuvre effective des activités du projet SWED Bénin. La composante numéro 1 du dit projet, qui est relative à l'autonomisation des femmes, au maintien des filles à l'école, aux compétences de la vie et à la santé reproductive, intéresse plus particulièrement les femmes des localités de Ouidah. La présente formation des jeunes filles, adolescentes et des jeunes femmes sur la fabrication des produits entrant dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 est une opportunité offerte à juste titre. Le représentant de l'autorité préfectorale salue la pertinence du projet au profit des filles et des femmes du Bénin. Ces sessions de formation viennent donc à point nommé car elles permettront non seulement de former les filles bénéficiaires en fabrication des produits de lutte contre la COVID-19, mais aussi de les renforcer en matière de compétences de vie courante. Cette initiative favorisera l'atteinte des objectifs de la composante numéro 1 du projet SWED Bénin relatif à l'autonomisation des femmes, au maintien des filles à l'école, aux compétences de vie et à la santé reproductive. La directrice départementale des affaires sociales, représentant la ministre, a saisi l'occasion pour repréciser l'intérêt du projet au profit des filles du Bénin. Le projet SWED envisage impacter d'ici 2024 500 000 filles du moins non scolarisées, déscolarisées, diplômées sans emploi, âgées de 14 à 24 ans, issues des familles pauvres ou extrêmement pauvres. Elle cadre également avec les objectifs du projet ARCHE, dont l'un des volets est la formation professionnelle des artisans. Qui plus est, elle s'adresse aux filles pour les doter d'une activité géographique de revenus visant à les rendre autonomes. Les filles bénéficiaires doivent saisir cette opportunité pour se rendre disponibles et s'appliquer au cours des formations afin d'acquérir le savoir-faire et le savoir-être qui feront d'elles des femmes économiquement et émotionnellement fortes, a-t-elle exhorté. Ouverture ce mardi 28 septembre 2021 de la deuxième session ordinaire du Conseil économique et social CES. Les travaux ont été lancés par le président de l'institution, Augustin Tabegbian, en présence de ses collègues conseillers. On suit le compte rendu de Aziz Achamon et de Bonaventure Alain. Ils sont réunis ici dans cette salle pour débattre des différents points inscrits à l'ordre du jour de cette deuxième session ordinaire du Conseil économique et social. À l'ouverture de la séance, le président de l'institution, Augustin Tabegbian, a levé un coin de voile sur le contenu des dossiers en étude.
Au cours de cette session, nous poursuivrons l'étude des sujets d'autosaisine sur les thématiques suivantes. La production d'une loi de qualité au Bénin, enjeux et perspectives. La problématique des changements climatiques. Quelles pistes d'action pour une transition climatique au profit des citoyens béninois? Et la troisième thématique, les politiques sociales au Bénin. Quelle stratégie pour un impact plus remarquable sur les populations? Il s'agira pour l'essentiel de rédiger les projets de rapport et de recommandations à la hauteur de notre institution. La présente session ne sera pas du tout repos si nous respectons notre engagement de servir au mieux. Alors, à cette fin, je voudrais savoir compter sur vous pour relever le défi. Et pour atteindre ce défi à relever pour le bien-être de tous, les conseillers présents à cette session sont conscients de la pertinence des décisions à prendre. Notre session est ce que nous appelons session budgétaire, puisque l'occasion nous est donnée, conformément à la loi organique qui régit notre institution. La loi nous fait obligation de regarder le projet de budget de l'État avant que cela n'aille sur le bureau des parlementaires. C'est à cet exercice que nous allons nous livrer au cours de cette session. Ma commission de l'économie et des finances que je préside aura la lourde responsabilité d'être saisie à titre principal pour débattre de cette question. Les hauts conseillers auront également à se pencher sur les sujets d'autosaisine que nous avons choisis. Ensuite, nous avons un séminaire sur le tourisme. En dehors de l'étude du projet de budget général de l'État, les conseillers ont été conviés à une participation active aux travaux afin que les grandes résolutions issues de cette session aboutissent. Un tour en Inde où la pandémie du coronavirus bat son plein. Plus de 4000 décès sont enregistrés en moins d'une journée. Reportage. Les nouveaux cas quotidiens de Covid-19 en Inde sont en légère baisse, mais les décès restent à un niveau record. Le pays a signalé plus de 4000 décès en une seule journée. Les morgues et les crématoriums sont débordés et ont du mal à gérer le nombre de morts qui arrivent. Le plus grand site de crémation de New Delhi se trouve sur les rives de la rivière Yamuna. Le nombre de bûchers en bois a été considérablement augmenté pour traiter les plus de 80 corps qui arrivent chaque jour. C'est une forte augmentation par rapport à il y a quelques mois. Le cimetière de Delhi Gate, un lieu de sépulture musulman, manque de main-d'œuvre et d'espace pour enterrer les victimes. C'est bien plus que l'an dernier. L'année dernière, ce n'était pas comme ça, mais cette année, il y a trop de dégâts. En raison d'une infrastructure insuffisante, des parkings ont été convertis en sites de crémation. Après avoir parcouru l'infrastructure médicale de l'Inde, les membres des familles accablés de chagrin font la queue dans ces crématoriums surchargés pour accomplir les derniers rites pour leurs proches décédés du virus. Ma femme est décédée dimanche dernier, le 25 avril. Elle a eu soudainement de la fièvre il y a 4 ou 5 jours et son état s'est aggravé, mais nous l'avons gardée à la maison. Puis son niveau d'oxygène a commencé à chuter, alors nous l'avons transférée dans un hôpital de Mayapuri où elle a été admise. Samedi, elle a reçu du plasma, mais dimanche, elle est décédée. Les décès croissants, les pénuries d'oxygène et de vaccins montrent la situation à laquelle l'Inde est maintenant confrontée et cela a conduit à des critiques massives du gouvernement. Parlons toujours du coronavirus. La Thaïlande a réceptionné un important lot de vaccins du dispositif Sinovac. Le reportage avec nos confrères de CCTV+. Les vaccins de Sinovac ont été reconnus par les organisations médicales et le monde universitaire. La pratique a également montré qu'elle est sûre et efficace. Le risque d'infection peut être considérablement réduit grâce à la vaccination. Nous sommes très honorés. C'est une journée historique en Thaïlande et cela témoigne de l'amitié entre la Chine et la Thaïlande. Le vice-premier ministre thaïlandais a remercié la Chine d'avoir offert des fournitures médicales cruciales au cours de l'année écoulée. Les cas ont augmenté en Thaïlande. Il a signalé mardi 2400 nouvelles infections et 35 autres décès. Les autorités tentent de contenir les flambées dans les prisons du pays. Près de 10 000 nouvelles infections ont été enregistrées lundi en raison des clusters dans les prisons. C'est tout pour les informations de cet après-midi. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que nous sommes toujours disponibles sur le www.etelebene.com, la page Facebook Etelebene ainsi que sur la chaîne YouTube. Agréable journée à tous.